Aujourd'hui, la plupart des gens connaissent les ETF car ils investissent dans les indices les plus communs et les plus larges, S&P 500, MSCI World, Eurostoxx 600, et tous ces gens pensent qu'un ETF fonctionne exactement comme une action. Ce que je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo, c'est qu'on aille réellement ouvrir le capot d'un ETF pour voir comment ça se passe exactement en profondeur. Et on va commencer cette vidéo en tentant de répondre à une question simple: comment se passe la création d'un ETF? Le point de départ de la création d'un ETF, c'est toujours la même chose. C'est une société de gestion qui va décider de créer ce véhicule pour répliquer un indice. Donc les sociétés de gestion les plus connues qui existent, c'est par exemple BlackRock avec leur filiale iShares sur les ETF. En Europe, on a également Amundi, mais il en existe beaucoup d'autres comme State Street, Vanguard et encore certainement des dizaines d'autres. Donc cette société de gestion, elle va d'abord donc décider de quel indice elle souhaite répliquer. Elle va ensuite choisir la méthode de réplication de l'ETF, physique, synthétique. Et si par exemple elle opte pour le physique, comme on a vu dans notre précédente vidéo, elle aura le choix sur une réplication complète, une réplication stratifiée ou une réplication par échantillonnage optimisé. À ce stade, rien n'est encore fait, il n'y a aucune part d'ETF en création et personne ne peut l'acheter. On est juste au commencement, c'est juste une idée. Une fois que tout ça a été vu par la société de gestion, cette dernière va ensuite décider du prix de part auquel elle souhaite émettre cet ETF. Ça peut être un prix de part très bas, 5 euros, 10 euros, 15 euros, ou un prix de part plus conséquent, 100, 200, 500 euros la part. C'est vraiment la société de gestion qui va décider en fonction également de sa politique commerciale. Une fois que tous ces détails ont été réglés par la société de gestion, on va réellement rentrer dans le concret et créer l'ETF et ses premières parts. Et c'est maintenant qu'on va rentrer dans le vif du sujet et vraiment commencer à ouvrir le capot pour voir comment fonctionne un ETF. Et on va commencer par aborder une place de marché que vous ne connaissez probablement pas, le marché primaire. Sur ce marché primaire, il y a des acteurs qui évoluent que vous ne connaissez pas non plus, qui s'appellent des participants autorisés. Bien souvent, ce sont de très grosses institutions financières ou de grosses banques. Et leur rôle est primordial, que ça soit dans la création des ETF, mais également pendant toute la durée de vie de ceux-ci. Car en effet, ces participants autorisés sont les seuls acteurs qui ont le droit de créer ou de détruire des parts d'ETF. Alors concrètement, comment ça se passe à la création d'un ETF? Un participant autorisé va acheter un panier d'actions en bourse, généralement donc de l'indice que l'ETF va répliquer, ou alors un panier de contrepartie s'il s'agit d'un ETF synthétique. Et ensuite, il va remettre ce panier d'actions à la société de gestion qui va créer des parts d'ETF. Les participants autorisés peuvent également remettre du cash directement à la société de gestion plutôt qu'un panier d'actions. Et le résultat est le même. Ensuite, la société de gestion va aller acheter les actions dont elle a besoin pour répliquer cet indice. Et avec ces actions, la société de gestion va créer des parts d'ETF. Le nombre de parts dépendra donc du montant qui a été apporté par le participant autorisé, mais également du prix auquel la société de gestion voulait lancer son ETF, le fameux prix de part qui a été décidé à l'étape juste avant. Donc voilà comment naît un ETF, c'est vraiment à partir de cette étape que sont créées les premières parts de l'ETF avec des vrais actifs qui rentrent donc dans le fonds de la société de gestion. Donc une fois que ces premières parts d'ETF ont été créées, l'ETF peut enfin être coté en bourse sur le marché secondaire. Le marché secondaire, c'est le marché que nous connaissons tous et que nous utilisons quotidiennement pour acheter ou vendre des parts d'ETF. Il faut bien comprendre que ce marché est lié au marché primaire pour la création ou la destruction de parts d'ETF, mais les particuliers ont accès uniquement à ce marché secondaire qui n'inclut pas la société de gestion. Je vais vous prendre un exemple. Paul a un ETF et souhaite le vendre à 50 euros. Pierre veut acheter ce même ETF à 50 euros. Et bien, il va simplement avoir un échange entre Paul et Pierre qui vont s'échanger les parts d'ETF et à aucun moment la société de gestion n'est impliquée dans cet échange. Donc c'est simplement deux personnes qui s'échangent des parts d'ETF sans que la société de gestion ne soit impliquée à quel moment que ce soit. Les participants autorisés, ils ont aussi leur rôle à jouer, comme je te l'ai dit tout à l'heure, pendant toute la durée de vie de l'ETF. Et donc ils jouent ce rôle sur le marché primaire, en créant des parts d'ETF,
en détruisant d'autres, et c'est eux qui ont un réel impact sur le portefeuille de la société de gestion. Maintenant, on va aborder une notion un peu plus complexe de l'ETF, c'est la NAV, la Net Asset Value. Donc, cette notion, elle est très importante à comprendre puisque c'est ce qui va définir ensuite comment vraiment fonctionne un ETF. La Net Asset Value, en fait, c'est tout simplement l'encours sous gestion du fonds, c'est-à-dire que c'est un fonds à 1 million d'encours sous gestion, et ensuite le nombre de parts d'ETF qui a été émis. Encore une fois, si dans mon exemple on a 1 million d'encours sous gestion et qu'on a par exemple 500 000 parts d'ETF, et ben ça signifie que donc le prix de part sera de 2 euros et donc la NAV, la Net Asset Value, est de 2 euros. Donc il arrive régulièrement même que le prix de l'ETF s'écarte de cette Net Asset Value, de cette NAV. On va dire NAV pour la suite de la vidéo, ce sera plus simple. Mais rarement pendant longtemps. Et on va voir maintenant pourquoi. Et c'est vraiment maintenant qu'on va comprendre quel est le rôle principal des participants autorisés. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces participants autorisés, déjà, ils ont un intérêt économique à intervenir sur ce marché et je vais vous expliquer tout de suite comment. En fait, il existe régulièrement des écarts de prix entre le prix de l'ETF et le prix des actifs sous-jacents que l'ETF détient réellement. Ces écarts ils sont relativement faibles généralement, mais sur des volumes assez conséquents, les participants autorisés profitent de ces écarts de prix de la manière suivante. On va supposer qu'à l'ouverture du marché un matin, le prix d'un ETF, le prix de part d'un ETF est de 100 $ et le prix de ces actifs sous-jacents est également de 100 $. Donc ils valent tous les deux la même chose, comme ça doit être normalement. Maintenant, on va imaginer que la valeur du sous-jacent, donc le panier de titres, lui va passer à 99 $, mais le prix de part de l'ETF, il va rester à 100 $. Il ne va pas y avoir de mouvement sur le prix de l'ETF, puisqu'en fait, le participant autorisé n'a pas encore fait d'opération. Donc, la valeur des titres, elle chute à 99 $, le prix de part de l'ETF reste à 100 $. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, un participant autorisé va demander la création de nouvelles parts d'ETF. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, il va pouvoir acheter les titres sous-jacents de l'ETF à 99 $. Il va ensuite les apporter à la société de gestion qui va émettre de nouvelles parts d'ETF et ensuite va les remettre aux participants autorisés à 100 $. Donc en fait, le participant autorisé, il achète des titres à 99 $ et il récupère des parts d'ETF à 100 $ qu'il peut décider de conserver ou de revendre. Donc vous avez bien compris que dans cette opération, le participant autorisé gagne 1 $, puisqu'en fait il achète 99 $ et il récupère des parts d'ETF à 100 $. Ça peut aussi être vrai dans l'autre sens. Donc si on reprend le même exemple, le parc d'ETF à 100 $, la valeur du fonds sous-jacent à 100 $ également. Mais maintenant, on va partir du principe que c'est le prix de part de l'ETF qui descend à 99 $, alors que la valeur des titres sous-jacents reste à 100 $. Et bien là, qu'est-ce qui se passe? C'est exactement la même chose, mais dans le sens inverse. Le participant autorisé, cette fois-ci, il va acheter des parts d'ETF, il va les renvoyer à la société de gestion et va demander à récupérer le panier de titres sous-jacents qui est détenu par la société de gestion. Et donc, il va récupérer cette valeur de titre pour 100 $, alors qu'il aura acheté des parts d'ETF à 99 $. Et donc, le résultat est le même qu'avant. Dans cette transaction, il réalise un profit à chaque fois d'1 $. Et en fait, une fois que vous avez compris ce mécanisme, vous avez compris comment un ETF arrive à garder la parité avec les titres sous-jacents qu'il détient, puisqu'en fait, ces participants autorisés, ils ont un intérêt économique à aller exploiter ces écarts de prix. Et en le faisant, ils participent au fait que le prix de la part d'un ETF ne s'éloigne jamais vraiment du prix des fonds qu'il détient réellement. C'est ce qu'on appelle du coup le mécanisme d'arbitrage des ETF et c'est vraiment cette mécanique qui incite des acteurs à intervenir avec un but économique, c'est-à-dire de faire des transactions en espérant faire du profit et c'est en faisant ces transactions qu'ils aident à maintenir le prix de l'ETF au prix où il doit être, c'est-à-dire au prix des actifs sous-jacents réellement détenus, en exploitant en fait les écarts de prix du marché. Ils vont faire des bénéfices et aider l'ETF à maintenir son prix de part là où il doit être.
Donc la plupart du temps, pour la création de nouvelles parts d'ETF, c'est vraiment donc le participant autorisé qui va acheter des titres sur le marché, envoyer ces titres à la société de gestion pour que de nouvelles parts d'ETF soient créées. Parfois, le participant autorisé, au lieu d'envoyer un panier de titres, il peut envoyer directement du cash. C'est parfois le cas quand certains titres sont difficiles à obtenir, que le panier n'est pas forcément disponible tout de suite ou même pour des raisons opérationnelles. Et donc dans ce cas-là, c'est vraiment le participant autorisé qui amène du cash à la société de gestion. La société de gestion va réceptionner ce cash et elle-même acheter les titres dont elle a besoin pour émettre des nouvelles parts d'ETF. C'est un processus qui est un peu moins efficace, mais c'est parfois nécessaire. Donc c'est vraiment ce mécanisme qui permet à un ETF d'être liquide, d'avoir un prix de part cohérent par rapport aux actifs qu'il détient et de s'adapter à la demande des acheteurs et des vendeurs. Bien évidemment, ce mécanisme ne supprime pas le risque de marché, il ne supprime pas la possibilité d'un crack et il ne garantit surtout pas qu'il y a zéro écart entre le prix de part d'un ETF et les actifs réellement détenus et encore moins par rapport à l'indice qui peut être répliqué. Donc comme vous venez de le comprendre avec cette vidéo, un ETF, bien que ce soit coté en bourse, ça fonctionne quand même bien différemment d'une action individuelle et c'est des mécanismes qui sont importants à comprendre pour comprendre vraiment comment ça fonctionne dans la mécanique d'un ETF et comment est-ce qu'un ETF arrive toujours à garder une valeur du prix de part proche de la valeur des actifs qu'il détient. Vous avez aussi découvert dans cette vidéo donc comment naissait un ETF. Vous avez découvert également qu'il existe un marché primaire où opèrent des participants autorisés qui sont vraiment au cœur de la machine des ETF. Et maintenant que vous savez comment un ETF est créé, comment il garde sa liquidité et comment il maintient un prix de part cohérent, il va être temps de parler de ce qu'il fait réellement avec les titres qu'il détient et ce sera l'objet de la vidéo de la semaine prochaine. Donc je vous invite vraiment à liker, commenter, partager cette vidéo si elle vous a plu et si vous avez appris des choses et surtout à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. Et moi je vous dis allez ciao, à la prochaine!